Nous sommes dans le Pithiverais. Ici, au fond de ces petites vallées, coule la Rimarde, petite sœur de l'Euf. Elles se rejoignent à hauteur d'Aulnay-la-Rivière pour former l'Essonne. Donc, je suis accompagné de mes deux collègues, Hugo Virito, qui est chargé de mission zone humide et prévention des inondations. Exactement, donc bonjour. Et Eric Ménard, donc, qui est technicien de rivière. Et donc moi je suis chargé de mission rivière. Donc 2 mots sur notre structure. On a un syndicat de rivière qui gère la partie amont du bassin versant de l'Essonne. Donc en gros c'est 267 km de cours d'eau pour 700 hectares de zone humide. Donc quand on parle de gestion du bassin versant et des cours d'eau, c'est l'entretien au quotidien de la rivière, de ses abords, des zones humides attenantes et la restauration des cours d'eau quand c'est nécessaire, donc quand ils sont en mauvais état. Donc l'objectif aujourd'hui justement c'est de vous montrer, de vous présenter les travaux de restauration qui ont été réalisés l'année dernière à l'amont d'ici, à peu près 1 km à l'amont d'ici, donc sur l'Euf. Donc l'Euf, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros l'appellation locale amont de l'Essonne. En gros, l'Euf, Eric en parlera mieux que moi, mais à un moment donné, s'appelait l'Essonne et a changé de nom sur les cartes cadastrales et voilà, est devenu l'Euf. Donc on est parti pour une promenade d'à peu près 5 km dans la vallée de l'Euf. Donc Emmanuel plus la partie administrative avant, Hugo pareil, et puis Hugo tout l'aspect scientifique en même temps derrière de la chose, quoi. Hein, l'objectif c'est d'arriver à restaurer les milieux pour essayer de retrouver l'équilibre qu'il y avait, on va peut-être pas dire autrefois, mais dans un passé donc, où les rivières étaient plutôt en bon état, on va dire. Et puis au fil des ans, il y a eu malheureusement des grosses transformations qui ont induit des problèmes sur les cours d'eau, différents problèmes. Et puis on va les voir donc sur place, quoi. L'Euf a fait l'objet de travaux dans les années 50-60. Avant ça, historiquement, on était quand même sur une rivière qui était assez artificialisée, en lien avec la création des moulins. Donc ça remonte au début du Moyen-Âge, on va dire, les premiers moulins qui ont pu s'installer. Mais donc on est arrivé dans une situation au début du siècle dernier où en gros on avait une rivière à peu près naturelle qui sillonnait donc le fond de la vallée avec pas mal de méandres, et en rive droite et en rive gauche des bras ou des nids de dérivation qui partaient pour alimenter les différents moulins de la vallée. En gros on considérait qu'on avait un moulin tous les 500 mètres sur la vallée de l'Euf, ce qui est assez important. L'idée d'exploiter au maximum tous les terrains riverains. Et c'est pour ça que des grands travaux de génie civil ont été faits au niveau des cours d'eau pour les recalibrer, les rendre plus larges, plus rectilignes, donc pour favoriser l'évacuation des eaux vers l'aval et entre guillemets assainir, donc assécher les terrains riverains, donc dans l'idée de les exploiter. Donc on voit ici, on a l'Euf tel qu'il a été recalibré dans les années 50, donc entre les années 50 et les années 60, donc on se retrouve avec une rivière très large, avec un fond plat, qui a tendance à s'envaser, un écoulement lent. Et comme on le voit ici, il y a des ouvrages hydrauliques qui ont été installés. Donc ici on est sur des seuils en béton qui permettaient de maintenir quand même des lignes d'eau et de continuer à alimenter les bras de moulin qui existaient encore. Ça permettait aussi de conserver de l'eau dans certains étangs attachés au cours d'eau, qui étaient situés dans l'image là. Déjà, si c'est un animal, en fait c'est tout simplement des martres qui passent à cet endroit-là, martres ou fouines, parce que les deux consomment les mêmes choses. En fait, elles viennent dans les jardins pour consommer, et puis elles utilisent les chemins, qu'on appelle souvent des revoirs aussi pour elles, parce que dans les chemins, il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de feuillage, il n'y a rien pour les gêner, et en fait, elles utilisent ça au même titre que nous, systématiquement.
Donc on voit ici l'œuf tel qu'il a été recalibré, donc vraiment extrêmement large par rapport au débit réel qui passe dans la rivière. Là, on a l'impression qu'on a un débit énorme, en fait c'est pas le cas. Le débit pourrait passer dans un tiers de la largeur qu'on a ici. Et donc là où est Eric, là où il passe, voilà, on a mis en place ce qu'on appelle un bâtard d'eau de terre. Je l'ai déjà vu quoi, ici, mais pendant les travaux. Il y a pas ça. Bah ouais. Donc en fin de compte, l'idée c'était de dévier le cours de l'œuf dans son bras d'origine qui passe au niveau de la rangée d'arbres qu'on voit et qui ressort un petit peu plus à l'aval là-bas, on le verra. Et donc là on est, moi je suis dans le lit de l'ancienne rivière en fin de compte, au-dessus du lit de l'ancienne rivière. On aurait pu s'amuser à le restaurer, à le reméandrer un peu, mais bon, on est parti du principe de se dire on laisse faire la nature. On voit qu'on a déjà des bandes de végétation qui s'installent ici, donc naturellement la rivière va se sédimenter et le lit va avoir tendance à se resserrer. Mais voilà, l'objectif c'est ça, de réussir à resserrer l'eau, d'avoir une eau qui va être plus vive. On voit qu'on a différentes végétations qui vont s'installer au fond, donc tout ça, ça va créer des diversités d'habitat pour toute la faune. Et donc on a un milieu qui est beaucoup plus naturel, quoi. On a travaillé avec un bureau d'études qui nous a fait une modélisation hydraulique, un tas de calculs hydrauliques, qui a permis de définir les différentes côtes à laquelle il fallait qu'on fixe la rivière pour avoir les débits qu'on visait voilà, dans les reconnaissances des différents bancs. Alors si on veut maintenir ce niveau d'eau, c'est parce que attaché au cours d'eau, on a tout un tas de zones humides. Alors malheureusement on la voit pas, mais on a une roselière qui est derrière et c'est vrai qu'on a un développement de chardon là qui fait qu'on... De Cardère. Voilà. Qui fait qu'on ne la voit pas, mais on a une vaste zone humide de plusieurs hectares, une vaste roselière. Et là je vais peut-être en parler, peut-être Hugo. C'est ça, donc du coup j'en parlais là juste rapidement, je sais pas si tout le monde a entendu, mais donc on a travaillé donc, sur ce bras ici là, mais beaucoup plus en amont du château de Solvin, on a refait une connexion qui passe donc plus près du GR derrière. Et ce qui a été aussi également donc un ancien bras de l'œuf qui a été remis en eau. Ce qui fait que la zone humide se retrouve en fait de nouveau entourée des bras d'eau, ce qui permet d'avoir un niveau d'eau plus important au milieu de la roselière et donc de garder le caractère humide de ces sites là. Donc ça va être dans un premier temps, donc pour tout ce qui est espèces qui ont besoin d'avoir des milieux humides qui soient en eau une certaine période de l'année. Par exemple ça va être des bécassines, tout un tas d'oiseaux limicoles donc, qui vont se nourrir comme ça dans des endroits humides, donc type vasière ou platière, qui vont venir chercher les petits vers à l'intérieur. Et le deuxième enjeu c'était aussi de reconnecter ces zones humides en cas d'inondation. Donc ce qui fait que d'avoir des plus petits bras, donc comme ça avec des berges qui sont plus petites, plus basses, sur les côtés, ça va faciliter les débordements dans des zones où il n'y a pas d'enjeu particulier, type des roselières. Si ça inonde, c'est pas grave, c'est beaucoup moins important que par exemple si c'est les maisons. Donc c'est aussi là un enjeu donc, de ces travaux-là, c'était de reconnecter ces zones humides pour faciliter les débordements. Et comment dire, au niveau de la qualité de l'eau, ça va se nourrir de toutes ces matières organiques chargées dans l'eau, on peut voir un peu de couche, etc. Il y a des micro-organismes qui vont s'en nourrir. Et c'est aussi par rapport aux poissons, on recrée des zones de frayère, donc de reproduction, notamment pour le brochet, de remettre en eau des petits bras comme ça, donc avec des liaisons sur des bras morts quand on est en période de haute eau. Donc des bras qui ne sont pas en eau de manière courante, mais qui par contre en haute eau vont se mettre en eau. Ce qui fait que l'eau va être donc moins courante mais plus chaude. Ça va attirer par exemple le brochet pour qu'il vienne se reproduire. On a quand même une agglomération comme Pithiviers qui est assez importante par rapport à la taille du cours d'eau. Le cours d'eau c'est ça, c'est pas ce qu'il y a derrière moi. Derrière moi c'est une bassine qui a été créée dans lequel on y met un débit, ça remplit la bassine et puis c'est tout. À l'origine le débit il est là quoi, sur l'œuf. C'est plus un ruisseau qu'une rivière de taille moyenne ou importante. Et ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que les derniers coups d'eau, quand il y a eu 25, 30, 40 mm avec les derniers orages, on a une autre couleur chocolat qui arrive parce que ça a lessivé tout ce qu'il y a sur les routes et autres. Et en fait, quand on retrouvait donc les différents cours d'eau, rien qu'à la sortie de Pithiviers, maintenant, ici, on avait déjà de l'eau claire, quasiment translucide, qui coulait avec un débit plus conséquent. Je dirais pas que c'est le principe du filtre à café, parce que le filtre à café, il va filtrer toutes les grosses matières, mais c'est presque ça, donc. C'est que derrière, une fois que ça a transité par une zone comme celle-là, automatiquement, vous retrouvez une eau épurée. C'est un cresson qui pourrait être consommé. On ne le consomme pas ici, pourquoi ?
parce que bon, il y a quand même encore des molécules dans l'eau, mais ça dépend pas de nous, ça dépend malheureusement de nous tous, du monde en règle générale, de ce qu'on consomme et autres. On va retrouver la plante qui s'épile là au milieu de la rivière, donc ce sont des calitriches, donc c'est une plante qui réoxygène l'eau. Que sur l'aspect physique, purement physique de la rivière, on va travailler sur tout ce qui est végétal aussi en même temps. Et essayer d'orienter, de sensibiliser les propriétaires riverains. Si je prends le cas de figure ici par exemple, les propriétaires avaient l'habitude de tondre systématiquement jusqu'au bord de l'eau. Et quand on arrive à leur expliquer que vous voyez une petite bestiole qui se promène en bordure là, qui vient en bordure, donc ça c'est une foulque macroule. Voilà, c'est des espèces qui vivent sur des milieux plutôt calmes, hein, c'est pour ça qu'elle est située au-dessus. Elles vont faire des nids dans le milieu de la rivière. Quand vous avez un branchage à un endroit, elles vont venir chercher des végétaux en bordure, couper des végétaux, et puis faire un amas de végétaux dans le milieu de la rivière sur des branchages. Pourquoi elles font ça à cet endroit-là? C'est parce que sur le milieu de la rivière, il n'y a pas de prédateurs ou peu de prédateurs. Donc il n'y a pas un renard qui peut l'attraper, il n'y a pas une martre comme on parlait, parce que la martre, elle ne consomme pas que des fruits. À certaines périodes de l'année, elle va consommer des œufs à la période du printemps. En période hivernale, elles vont avoir besoin plutôt de viande et autres. C'est un petit peu comme nous, hein, de ce temps-là, on mange des salades, et puis l'hiver, un bon bourguignon ou autre. Voilà, les bestioles dans la nature, c'est exactement la même chose. Et donc, plus besoin de protéines, donc elles vont consommer aussi ces animaux-là. En libellule, vous n'aurez pas forcément des libellules qui seront inféodées réellement aux rivières, mais souvent plutôt à des plans d'eau. Des eaux plus chaudes, voilà. Plus stagnantes. À chaque fois dans ces travaux, c'est pas de faire que de l'écologie, que des milieux naturels, que de l'environnement, mais c'est aussi de préserver le patrimoine bâti, le patrimoine historique de la vallée. Et donc ce projet-là, c'en est vraiment un exemple, c'est qu'il y a eu on pourrait appeler ça les douves de solvant qui ont été remises en eau. Et il y a aussi là le maintien en fait de l'alimentation du moulin en eau et qui est totalement compatible avec le projet. Donc c'est pas des choses qui sont forcément cloisonnées et elles peuvent être compatibles. C'est un bras qui est perché et qui a été créé pour apporter l'eau au moulin, donc pour la force hydraulique. Donc on avait souvent, comme on est sur une vallée qui est à faible pente, les prises d'eau étaient très en amont du moulin pour pouvoir justement percher les bras et avoir une force motrice suffisante pour actionner les roues de moulin. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc ce bras, pour nous c'était important de le conserver pour ce que disait Hugo, la préservation du patrimoine. Vous imaginez que le propriétaire qui est là, il a acheté un moulin, donc une bâtisse avec de l'eau qui passait en dessous. Si demain on lui dit on va enlever l'eau qui passe en dessous et puis on va tout remettre dans la rivière, il y a de fortes chances que ça passe pas. Et puis même pour nous c'est pas souhaitable parce que finalement dans ce bras il y a des milieux aussi qui se développent qui sont un peu différents du milieu des eaux courantes et finalement c'est l'ensemble de ces milieux qui vont être intéressants pour nous. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'on peut restaurer la continuité quand même sans être en opposition avec le patrimoine des moulins. C'était un peu bizarre de venir recalibrer là, mais en fait on retrouvait une rivière extrêmement large et donc on a fait une restauration de ce cours d'eau en recréant des banquettes, donc en restituant la matière qui avait été extraite du cours d'eau. En fin de compte, quand le recalibrage est fait, il faisait passer un grand godet pour curer le fond et tout élargir, et la matière était posée en berge, ils n'allaient pas chercher plus loin. Et donc elle est restée là tout le temps, et donc simplement nous on a fait intervenir des pelles mécaniques pour restituer cette matière dans le cours d'eau et recréer des méandres. C'est extrêmement intéressant. La largeur du lit, en fait, grosso modo, c'était de la moitié jusqu'au ras en fait, de la pelouse. Et donc ce qu'on voit, c'est que là, il y a une banquette qui est en train de se créer, avec tout le sable, là, tous les sédiments fins qui se sont déposés. Et là, ça vient creuser ici. Mais on voit que naturellement, en fait, elle va garder plus ou moins le même gabarit. Avec recréer là une banquette qui va se végétaliser, qui va resserrer le lit. Et du coup, la rivière va continuer à grignoter là, à agrandir le méandre. Et après, peut-être qu'un jour, elle va retaper dans l'autre sens, etc. Mais ça, c'est aussi, parce qu'on informe les propriétaires de ça, c'est de dire, voilà, c'est quelque chose de vivant qui va rebouger dans le temps et qui n'est pas du tout figé. Là, on le voit, si on prend la berge, on descend en pente douce, on arrive à une zone un peu plus profonde et après on remonte en pente douce. Donc ça fait une sorte de V un peu déséquilibrée. Quand on a un profil en V comme ça, on va avoir des zones un peu affleurantes, donc un peu moins profondes en vase, donc un certain type d'espèce qui va s'installer là.
des zones un peu moins profondes en sable, un autre type d'espèce qui peut s'installer, et des zones plus profondes avec des matériaux plus grossiers, et là d'autres types d'espèces qui peuvent s'installer. Donc on comprend qu'on va avoir une diversité qui va être bien supérieure. Et donc il y a des espèces qui vont dépendre de ces différents milieux, mais il y a aussi des espèces qui dépendent de tous les milieux. Comme le brochet par exemple, il va aller frayer sur des herbiers comme ça en bordure avec une faible lame d'eau, et puis par contre il va venir chasser là où il y a des poissons dans le courant, et il va venir se reposer dans les fosses. Donc il a besoin de tous les milieux pour pouvoir vivre. C'est un petit peu notre espèce repère au niveau de la rivière. Quand on a le brochet, en général on sait qu'on a un milieu qui est en équilibre et qui satisfait à toutes les exigences. Là on voit qu'il y a une différence de végétation entre la partie donc, qui est plus à droite et celle qui est plus à gauche. Et donc il faut imaginer en fait qu'au moment du recalibrage, donc ils ont curé le cours d'eau, ils l'ont agrandi, et toute la matière donc est au-delà de la ligne de végétation qui est plus haute, donc nous on a réintégré au cours d'eau et était réétalé ici. Donc ça faisait aussi une surépaisseur qui fait que en cas de crue, ça limitait le fait que la rivière puisse déborder dans la prairie derrière. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc avec des pelles mécaniques, donc des gros engins, on a décapé toute cette partie-là et on l'a réintégré dans le cours d'eau pour refaire donc des méandres et réduire le lit de la rivière. Donc pour redonner tout ce dont on a parlé avant, une dynamique au niveau du courant, donc une réoxygénation, des milieux différents, etc. Vous avez vu la clarté de l'eau, elle est vraiment cristalline, c'est que tout a été filtré en amont dans les méandres avant d'arriver jusqu'ici. C'est vrai que sur tout le long, quoi. Donc on voit bien la surlargeur vraiment.